Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 18 mai 2025. Comme chaque semaine, nos éditorialistes décryptent pour vous ce qui fait l'actualité au Bénin. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, plusieurs thématiques sont également prévues afin de meubler les quelques minutes que nous aurons donc à passer ensemble ce dimanche comme à notre habitude. Ils sont bien présents dans ce studio avec moi déjà, les invités avec qui nous allons donc échanger autour de ces questions. Henri Yambodé, il est le rédacteur en chef de Radio Tado. Il est déjà bien présent avec nous dans ce studio. Henri, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe de réalisation et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de partager donc ce plateau avec d'éminentes, d'éminents acteurs de la presse béninoise. Merci d'avoir accepté cette invitation. Face de vous aujourd'hui, Constant Yawedeo, c'est le directeur de la radio Planète. Il est déjà là. Bonjour Da. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs et bonjour chers confrères sur le plateau. Nous sommes encore là pour servir les téléspectateurs. Merci aussi pour avoir répondu présent à cette invitation. Mesdames et messieurs, je rappelle que Lionel Ebo, directeur de publication du journal Le Matin, oui, va donc rattraper le train déjà en marche ici. Alors, réuni en Conseil des ministres le mercredi 14 mai 2024, justement, il a été prononcé ample sanction administrative contre des responsables au sein des mairies de Bénin. Il s'agit bien sûr de deux secrétaires exécutifs pour aller directement à la mairie d'Adjara et à la mairie de Tukuntuna. Bien évidemment, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjara est accusée dans une affaire de surfacturation de perception de commission. Nous allons donc parler de cet aspect en premier, le sujet détournement de fonds, falsification de documents et autres. Des secrétaires exécutifs sabotent la réforme du président Patrice Talon. Nous allons commencer par vous, Henri Yambodé, sur ce plateau. Aujourd'hui, cette actualité, vous l'avez suivie avec nous. Quand vous avez eu l'information tout de suite, quelles sont les premières impressions qui vous ont animé? Mais écoutez, quand j'ai suivi le Conseil des ministres et que j'ai eu cette information, je me suis dit tout simplement, voilà encore des agents, des cadres à qui on a fait confiance, à qui on a placé une confiance inouïe, qui viennent de trahir encore une fois, eh bien, pas seulement le peuple béninois, pas seulement le président de la République, mais qui viennent de salir le nom de leurs différentes familles. Parce que forcément, on connaît le nom de ces cadres-là, on connaît leur identité. Et donc, la conséquence directe d'abord, pas que ils ont saboté les réformes comme vous l'avez signalé, évoqué, ils ont sali également leur nom de famille. Vous vous rappelez que le chef de l'État, Patrice Talon, au vu de tout ce qu'il y a eu comme manquement grave lors de la première mandature, deuxième mandature, troisième mandature de la décentralisation, a porté donc cette réforme-là qui a conduit à l'avènement des secrétaires exécutifs. Donc, ces secrétaires exécutifs, normalement, qui devraient, pour ce qu'il a été dit, s'occuper des affaires administratives et que les maires auront à travailler donc sur la politique parce que vous savez que les maires sont plus politiques qu'administratifs. Mais non, est-ce qu'on va dire que la réforme n'a pas porté ses fruits? Aujourd'hui, à 3 ans après, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais les manquements qu'on observe là, avec ce que vous avez rappelé là, surfacturation, détournement, encore que on parle ici des femmes, les femmes qui, pour ça tout à l'heure, quand on prend une femme dans un royaume, dans une collectivité, dans une communauté, on est qui incarne une valeur, c'est une valeur. Mais quand ces femmes arrivent à se faire voir à travers ces manquements graves, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Bon, dans la suite du débat, on va peut-être évoquer également certaines raisons, certaines motivations. Est-ce que la cohabitation avec les hommes ont conduit à ces manquements graves-là? Parce que quand on parle de surfacturation orchestrée par une femme, il faut aller voir ce qui est en dessous. Voilà, Constant Yawedeo, vous avez suivi cette actualité
avec nous deux femmes de Oui. deux mairies différentes. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais commencer mon intervention par ce pan-là de la question qui est que aujourd'hui, la gente féminine est en promotion et c'est tout comme si on n'a pas souvent ou on n'a pas envie que les femmes émergent. Et tel que Henri l'a dit tout à l'heure, les femmes, on leur fait beaucoup confiance et c'est surtout pour ça que l'État fait la promotion de la femme pour que dans la dynamique générale de l'assainissement des finances publiques, d'une bonne gouvernance, que les femmes puissent trouver de bonnes positions parce qu'on a vu avec certaines femmes la rigueur qu'il fallait pour diriger. Donc, on s'est dit, il faut quand même faire leur promotion. On va jusqu'à instituer les 5e places ou les dernières places supplémentaires pour les femmes à l'Assemblée. C'est pour que, à un moment donné, ça ne puisse pas trop biaiser, qu'il y ait au moins des voix autorisées, des voix qui puissent porter pour dire il y a quelque chose ici qui se passe qui n'est pas bien. Donc, c'est un peu dommage que les femmes en qui on fait confiance et à qui on ne veut pas donner de la voix. La nouvelle dynamique commence, la dynamique du président Patrice Talon commence par accorder une grande place à la femme et que ça commence par s'annoncer comme ça, c'est un peu dommage, c'est pas très bien. Et je crois que il va falloir que l'Institut de la femme puisse prendre ça en compte pour trouver la formule qu'il faut comme une activité importante à mener dans leur politique générale. Maintenant, si on en vient à la question proprement dite, si on laisse l'aspect moral, je crois que c'est pas très bien que ça puisse se passer comme ça. La décentralisation, on l'a commencé, ça a évolué, ça a pris une certaine allure, mais il n'y a rien qui ne soit définitif dans son application. Donc, c'est bien pensé quand même qu'on puisse remodeler certaines choses afin de donner une impulsion. Parce que, il l'a dit tout à l'heure, Henri, quand la décentralisation a commencé, c'était un peu sérieux quand même parce que ça avait attiré l'attention de tout le monde, c'était braqué, mais c'est devenu trop politique. Et ça a commencé par devenir un peu de l'amusement dans la gestion. On ne sent plus assez de rigueur parce que les maires ne sont pas forcément des intellectuels qu'il faut pour gérer. Ils sont plus politiques. Mais avant la décentralisation, avant le renouveau démocratique, on avait les chefs districts qui étaient directement nommés par le gouvernement pour gérer. Et on avait constaté ces manquements-là des moments donnés, bien que la révolution mettait beaucoup de rigueur. Dans la gestion, vous détournez, c'est sans pardon, hein, même 200 francs, vous passez en conseil des ministres et vous êtes suspendu, vous êtes poursuivi et tout. Donc, il y avait quand même ça qui manquait. Donc, je comprends le président Talon qui a voulu revoir un peu les choses en faisant un bilan de ce qu'on avait connu avec les chefs districts, qui s'est dit il faut alors leur trouver des spécialistes de gestion. Parce qu'ils ont des SE, à un moment donné, les mairies avaient des SE, mais qui étaient des secrétaires, oui, disons SA.
Bon, donc c'était beaucoup plus des administrateurs. Donc qui cumulaient un peu tout sous les maires. Donc le volet politique, aujourd'hui, on a vu, le président Talon a dit, bon, les maires, les élus s'occupent des volets politiques. Volet administratif, il y a les secrétaires qui ont cette compétence-là et trouver ceux qui ont la compétence de gestion de la chose économique et financière. Vous voyez donc un bilan de tout ce qui manquait, ce qu'on a expérimenté. C'est ça que j'ai compris dans l'institution de la formule des secrétaires exécutifs. Donc, en principe, ces secrétaires exécutifs doivent être des exemples. Surtout que la manière dont ils ont été sélectionnés, la procédure prouve que ce n'est pas ceux qui veulent, qui sont aujourd'hui secrétaires exécutifs, c'est qu'ils méritent. Donc, ça fait mal qu'ils mettent en doute leurs compétences professionnelles. Je crois que c'est sur ça qu'il faut surtout mettre le point, cette confiance que le gouvernement a placée en eux, en pensant que, avec toute la procédure, c'est des rompus à la tâche, c'est des gens qui doivent avoir, des citoyens qui doivent avoir peur de la chose publique. Et quand ça se passe ainsi, je crois que nous avons encore du chemin à faire. Du chemin à faire. Oui, pour alors, la moralisation. Cette actualité, en dehors de la mairie d'Adiara, il y a aussi la mairie de Tokontounan, dont la secrétaire exécutive, à qui il est donc reproché justement des faits de manipulation de documents administratifs et malversation financière. Nous allons donc, on va nous orienter rapidement vers Ebo Lionel, le directeur de publication du journal Le Matin, qui est là aussi. Alors, Ebo Lionel, le mercredi, vous avez suivi cette actualité, tout comme tout autre béninois, la révocation des deux secrétaires exécutifs. Alors, dès que vous avez appris cette information, la première réaction, sinon le tout à confuser, justement, c'est d'avoir ce qui vous a animé comme impression. C'est vrai, comme vous avez su bien le dire, c'est l'actualité depuis quelques jours, la révocation des secrétaires exécutifs. Vous allez tantôt parler d'Adiara et de Tokontounan, mais je crois que ce qui se passe n'est pas sorti du néant ou bien du hasard, parce que à ce niveau, vous savez, l'attente de l'État vis-à-vis de ces agents assermentés qui sont nommés après toute une procédure. Et je crois que l'objectif des secrétaires exécutifs, c'était d'accompagner les maires pour que les erreurs, les dysfonctionnements notés par le passé au niveau de la gestion des collectivités locales cessent de continuer. Eh bien, force est de constater que malgré les formations reçues par ces agents assermentés de l'État, il se pose toujours des problèmes. Et ça ne devrait étonner personne. Et on ne peut que saluer l'État. Parce qu'à un moment donné, on pensait que, ou du moins s'il y avait cette confusion au niveau de ces secrétaires exécutifs, qui pensaient qu'ils étaient les patrons des maires et qui pouvaient tout se permettre, sans savoir que au-dessus, il y avait encore des dispositifs de contrôle de leur gestion. Et je crois que ce sont ces mesures mises en place par l'État qui sont en train de jouer leur rôle pour qu'on en arrive à leur révocation. Parce qu'on ne peut pas se lever et révoquer un essai au hasard. Forcément, il y a quelque chose. Oui. Et je pense qu'il y a plusieurs filtres. Quand c'est établi, les raisons sont là, on ne peut que passer à cette ultime décision. Et on lit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses, mais beaucoup ne comprennent pas comment cela se passe. Au-delà des révocations, je pense que c'est un signal fort que le gouvernement en place est en train de donner pour que ceux qui pensent qu'ils sont venus pour faire leur bon vouloir, ce n'est pas ça. Ils ont un cahier de charge et l'État attend beaucoup d'eux. Quand ça ne marche pas, forcément, il faut penser à d'autres cartes de rechange. Je crois que c'est ce à quoi nous assistons et nous ne pouvons que saluer l'État. C'est aussi un moyen pour permettre aux autres
de s'améliorer et de savoir que les erreurs pour lesquelles ceux qui sont partis sont révoqués de leur poste, eux ne doivent plus tomber dedans. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tellement de critiques au départ. Et c'est vrai, on a constaté aussi, à tort ou à raison, que certains de ces secrétaires exécutifs n'étaient pas aussi préparés pour le job. Ça, il faut l'avouer. Mais je pense que c'est une expérience que nous sommes en train de faire. Et c'est au fil du temps que ça va s'améliorer. C'est un signal que l'État donne pour permettre aux autres aussi de s'améliorer et de faire le travail pour lequel ils sont là. Il est temps que les gens sortent de ces guéguerres parce qu'au début, on a assisté à cet affrontement entre les SE et les maires. C'est à croire que c'est des gens qui courent la même femme. Il y avait confusion de rôle. Le maire dit, il est élu, il a tel pouvoir. Les SE dit, il est nommé, il est l'œil de l'État. Alors que les textes de décentralisation là est clair. Chacun devrait savoir son rôle. Parce que le mec qui soit élu ou pas, il est au service du peuple. Le SE, il est au service du peuple. En temps normal, il doit y avoir une conjugaison, une synergie au niveau des efforts pour satisfaire le peuple, les populations locales. Mais on constate qu'au départ, ce n'était pas ça. Moi, je dis c'est heureux aujourd'hui que cela arrive. Là, ça remet chacun à sa place et chacun fait le travail pour lequel il est là. Il est là. Alors, merci à vous. Et Constant Yawedéou, vous avez suivi Ebo Lionel qui disait, oui, que au départ, on a comme impression que certains ne s'étaient pas préparés justement pour le job. Est-ce qu'on peut dire tout de suite que c'est une insuffisance qu'il faut relever par rapport à ces réformes? Oui, absolument. Et parce que la gestion administrative est une chose, mais la connaissance de la gestion est tout autre chose. Donc, il y a une question d'expérience. Il y a une question d'expérience qui joue à ce niveau-là, surtout que c'est avec les politiques qu'ils veulent gérer la situation. Donc, ce n'est pas des choses, c'est pas une gestion classique, mais ça dépend, c'est les réalités de chaque collectivité locale, avec les intrigues qu'il faut, avec la politique qu'il faut, avec la gestion des hommes, et tout ça ensemble, ce n'est pas facile. Et il s'agit de gestion financière, gestion économique. C'est souvent pas facile si on ne sait pas vraiment tenir. Ce n'est pas que les autres n'avaient pas la volonté de bien gérer. Il y a des contingences qui les obligent à rentrer dans cette dérive-là. Donc, si vous n'êtes pas très habile, vous êtes emporté facilement et vous allez, c'est bon de prendre des engagements. Ils ont tous, je crois, pris des engagements individuellement ou collectivement. Ils ont juré, ils ont tout dit. Même des juges qui le arrivent à des dérives parfois. Donc c'est des hommes. Donc je dis, on est en train de découvrir comme ça les réalités de la chose. Ce n'est pas forcément parce que c'est des professionnels qu'on est en train d'envoyer qu'on saura que c'est définitivement fini. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est heureux de le savoir qu'il y a des filtres. Qu'il y a des filtres à des niveaux donnés et qu'ils ne sont pas partis pour faire leur bon vouloir. Et il faut dans tout ça là aussi trouver la formule pour qu'il y ait un peu plus d'entente parce que dans la plupart des cas, avoir déjà le nombre de SE révoqués, le nombre de SE démissionnaires, le nombre de SE décédés, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en jeu si on veut que cette réforme-là marche véritablement. Merci. Alors, Henri Yambaudet, rédacteur en chef de Radio Tado, vous avez suivi les confrères ici. Il y a eu des procédures qui ont abouti à la nomination de ces secrétaires exécutifs. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés, étudiés, plusieurs procédures justement. Est-ce qu'avec tout le processus que nous avons suivi afin qu'on aboutisse justement à leur nomination, pouvait encore tenter de dire oui que c'est parce qu'il y a eu des insuffisances ou bien il y en a eu également qui ne se sont pas peut-être préparés pour le job? Non, que vous soyez préparé pour le job, que vous soyez
nommé ou recruté, Oui. si vous voulez. Parce que vous vous rappelez que ces secrétaires exécutifs, après avoir déposé le dossier, ont été tirés au sort. Et à ce niveau-là, d'abord, il y a eu quelques difficultés de compréhension chez un certain nombre de citoyens qui ont estimé que non, il y a eu de la politique dedans. Bon, on laisse ça de côté. Mais moi, je pense que même étant bien formé et préparé même pour le job, on est tenté peut-être à un moment donné, Daha soulevait ça tout à l'heure en disant qu'il y a des contraintes qui amenaient donc les gens à aller à ces manquements graves. C'est vrai qu'on ne peut pas justifier ça. Mais ici, quand on prend par exemple un des aspects, je prends falsification de documents, d'accord? Quelqu'un qui est bien préparé et qui a été même formé peut tenter de falsifier. S'il n'est pas moralement au point, si cette personne n'est pas, toutes mes excuses, bien éduquée, il y a l'éthique et il y a la déontologie. Il y a la morale également qui concourt. Il y a les valeurs qui font de quelqu'un un bon cadre. Un cadre seulement n'est pas déterminé, pour moi, n'est pas seulement déterminé par sa formation, mais il y a également les valeurs que vous incarnez. Et là, ça appelle aux valeurs. Quand on voit dans le lot une femme qui va jusqu'à détourner, une femme qui arrive à falsifier, c'est avoir une femme qui a ce courage-là de surfacturer. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je me demande, au-delà des aspects que les autres ont évoqués, Oui. Lionel et Dada, oui, je me demande, est-ce qu'il y a eu un cas de moralité au départ? Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'une des valeurs que je demandais. Est-ce qu'il y a un cas de moralité? Parce que si on avait retracé au moins, tout au moins, aller demander jusqu'à leur village, comment est-ce que cette dame mène sa vie? Comment est-ce que cette dame arrivait, bien évidemment, à vivre au sein de la communauté? Donc, une enquête de moralité bien approfondie, pas sur papier, bien approfondie, devrait nous permettre, bien sûr, de ne pas avoir enregistré donc, ces cas dont nous parlons aujourd'hui. Oui, quand on prend les premières mandatures, la deuxième mandature, puis la troisième mandature, oui, ils sont politiques. Eh bien, ils ont quelquefois en tête l'idée de satisfaire tout le monde. Et donc, ils ont cette facilité-là, puisqu'ils sont ordonnateurs du budget, ils ont cette facilité-là de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas formés. Et pourtant, pendant la première mandature, la deuxième mandature et la troisième mandature, il y a des maires qui ont réussi. Il y a des maires qui ont eu des bilans positifs, malgré qu'ils ne sont pas formés pour. Et là, ceux qui ont fait les premières mandatures, vous allez comprendre que les gens qui, bon, on a dit, il y a des centrales, donc il faut tenter. Il y a des gens qui ont tenté, qui ont réussi, qui ont eu un bilan positif. Et pourtant, ils n'ont pas été des agents assermentés, ils n'ont pas été des agents bien préparés pour. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de moral, d'immoral qu'il faut chercher à corriger pour qu'on n'en arrive pas là. Et je mets l'accent sur également, oui, la valeur qu'incarne une femme. Et quand on met dans une communauté, on met à une place une femme et que cette femme-là arrive à commettre ces bêtises-là, on va se demander, mais quel genre d'éducation elle a réussi. L'autre chose, c'est que, vous voyez, on a toujours dit que les femmes ont envie on veut faire la promotion de la femme, les amener dans les postes de décision qu'occupaient les hommes. Et donc, il y a l'envie également de paraître. Oui, la femme aujourd'hui veut rouler de grosses voitures. La femme veut aujourd'hui être comme, en tout cas, toutes mes excuses, comme l'homme. Et donc, on est tenté de tout toucher pour avoir le résultat. C'est ça ce qu'on observe. Voilà. Merci. Lionel Ebo, oui, vous voulez réagir? Oui, moi je voulais réagir parce que je disais tantôt que ce qui se passe droit dans votre caméra. En temps normal ne devrait étonner personne. On ne devrait même pas s'affoler. Je crois que c'est dans l'ordre normal ce qui se passe. Et pourquoi? Parce que c'est une expérience première. On ne peut pas, c'est-à-dire, évaluer cette expérience que le Bénin a entamée, c'est-à-dire après 2 ans. Les nations qui ont réussi ça, je crois que c'est au fil des décennies. Et je crois que c'est comme ça, ce faisant, que ça va s'améliorer. Les gens comprendront et les choses vont rentrer en ordre. Il faut... Non, parce que vous avez parlé d'enquête de moralité. Oui. Et moi, je m'en vais vous dire, attention.
Moi, je me souviens, quand ils ont lancé cette affaire dans ce pays, c'était toute une procédure avant que la base de données ne soit mise en place. Il y a eu une enquête de moralité. Oui, Il y a eu une enquête maintenant. Approfondie. Bien sûr. Approfondie. Vous savez, en matière de gestion financière, ces choses arrivent de temps à autre. Mais ce n'est pas parce que ça arrive qu'on va dire que c'est fini, parce qu'il s'est commis une gaffe, on va dire... Non, 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 non. Laissons le temps au temps. Je crois que il y a les dispositifs qui sont là pour sanctionner si les cas de malversation là sont avérés. Et je crois que, quel que soit, ça dit, cet argent de l'État qui va tomber au travers de la loi, il sera puni conformément à ce qui est établi dans la loi. Donc, pour moi, il n'y a pas, ça dit, péril à la demeure, on n'a pas à s'affoler. Chacun qui est nommé à ce poste de responsabilité doit savoir que il est là pour une mission et la nation attend de lui. Maintenant, s'il choisit de faire autre chose, ça, c'est pas un problème. Maintenant, le problème de que ce soit femme, ceci, cela, je ne voudrais pas que nous lançons dedans. Parce que, aussi bien, aujourd'hui, c'est la femme. Les hommes font parfois aussi pire. Pas pour défendre les femmes. Mais moi, je ne veux pas dire, aller dans ce débat comme quoi, femme, non, non, non. C'est humain. Je voudrais que je passe le débat là. J'ai suivi ça aussi sur les réseaux sociaux. Et quand nous, qui sommes appelés vers les consciences, faire ce débat-là, il faudrait que nous fassions l'effort d'éviter ça. Parce que nous avons les mêmes droits. On peut nommer 50% de femmes comme 50% d'hommes. Et vous voyez, le tirage, c'est pas que les gens sont connus à l'avance. On tire au hasard et devant tout le monde. Et celui qui est choisi, il y a même des gens qui sont de haut cadre, qui sont dans la base de données, mais qui n'ont jamais été tirés. Très compétents. Et des gens, c'est des gens que personne n'a jamais imaginé qui sont tirés. C'est là où le facteur chance, ça dit, intervient. Et quand quelqu'un a cette possibilité, cette chance-là, je crois que la personne doit faire son boulot comme cela se doit. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Merci. La ministre finlandaise des Sciences et de la Culture a remis officiellement un tabouret royal Kata-Klay. Voilà l'appellation qu'il faut au ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola. C'était donc le mardi 13 mai au palais de la Marina. Cette restitution constitue un temps fort dans la coopération entre les deux pays. Le Kata-Klay devient ainsi le 27e trésor royal restitué au Bénin, après les 26 autres remis par la France en novembre 2021. Nous allons justement parler de cela aussi sur ce plateau. Aujourd'hui, je vais démarrer par oui, vous avez suivi cette actualité. De 26, le nombre de trésors royaux passe à 27. Oui, le nombre de trésors royaux passe de 26 à 27 pour le bonheur du peuple béninois. Et c'est très heureux que ça puisse continuer comme ça. Parce que nous ne sommes qu'au début. Il y a certaines nations qui sont dans le processus depuis un bon moment, mais qui n'ont encore rien reçu. Donc, je crois que c'est une bonne chose que ça ne puisse pas s'arrêter sur ce que nous avons pris en France, parce que quand on sait que le Bénin a plus de 6000 objets en Occident, et que quand même on a commencé par en récupérer, et c'est très bien. Nous avons le Nigeria à côté, je crois, qui a près de 1200 en Allemagne seul, mais qui n'a encore rien reçu. Ils continuent de négocier pour le retour. Donc, et nous, on a démarré, et non seulement on a commencé avec la France, ça a marché dans une certaine mesure. Aujourd'hui, c'est la Finlande, donc je crois que c'est très bien, parce que si c'était la France seule, ça pouvait s'interpréter autrement. Maintenant que d'autres nations aussi commencent par restituer, je crois que la dynamique est lancée et ça doit se poursuivre. C'est très important aussi pour nous de prendre conscience de ce qui est en train d'être fait. Parce que on pourrait y revenir, oui, les récupérer, mais après
comment ça va être. Je crois que la dynamique est lancée. On pourra y revenir sur la conservation et comment l'exploiter et tout ça. Mais déjà, je crois que ça fait son chemin, la dynamique du gouvernement, et c'est à saluer. C'est à saluer. C'est à saluer selon Constant. Alors, Henri Yambaudet, vous avez suivi aussi avec nous cette cérémonie au Palais de la Marina. Vous avez vu quelles sont les impressions qui vous ont animé. Est-ce que nous sommes, peut-on dire aujourd'hui, justement, que c'est une victoire symbolique, oui, en matière, vu l'engagement du chef de l'État et tout son gouvernement? Vous avez bien fait de rappeler que le chef d'État donc est dans une dynamique et que cet engagement-là a donné ce résultat-là, qu'on ait enfin une autre œuvre, un autre trésor. Et moi, je tiens à saluer la diplomatie béninoise qui travaille à ce que nous ayons ces œuvres-là. La question principale, oui, tout à l'heure, souhaiter qu'on n'a pas l'après, c'est la conservation de ces œuvres-là. Parce que quand on dit que des années, c'est resté donc depuis 133 ans, c'est ce que j'ai appris. Bon, donc, c'est resté intact. Comment est-ce que nous autres, comment nous allons continuer la conservation pour que les enfants après nous, qui viendront après nous, nos descendants et tout le reste, aient cette possibilité-là également de voir ces trésors-là. Nous, on n'a pas eu cette chance-là de connaître, mais aujourd'hui, avec la diplomatie béninoise, avec tout ce que fait le président Patrice Talon, surtout le ministère de la Culture, et l'engagement du chef de l'État à travailler pour la promotion de la culture, également travailler sur le tourisme, je pense que c'est à saluer. Et donc, pour moi, oui, je suis animé je suis très émotionné quand j'ai appris que on a cette œuvre-là et qui ramène avec ce qu'on a félicitations, on dira tout simplement au gouvernement. Lionel Ebo, DP, le matin, une diplomatie culturelle qui fonctionne. Retour du 27e trésor royal. Ah oui, moi je dirais qu'il faut saluer cette dynamique. Et il faut saluer cette dynamique en ce sens que, avec le retour de Cataclé, qui, selon les explications que nous avons reçues, est le tabouret sur lequel le roi s'assoit avant son intronisation, si je me trompe. Je crois que le gouvernement a apporté une fois encore la preuve de ce qu'il n'a pas baissé les bras. Après les 26 premières œuvres que la France a restituées dans le patrimoine national de notre pays. Et que la Finlande accepte retourner ce tabouret sacré, je crois que c'est une bonne chose. On va espérer que d'autres nations s'inscrivent dans cette dynamique et restituent également au Bénin ce qui lui appartient. Parce que au-delà du caractère symbolique que nous avons assisté, c'est-à-dire lors de la réception de cet tabouret à la présidence la dernière fois, vous avez dû considérer que c'est un truc très sobre. Oui. Pas de tapage, ceci, cela, mais je crois que c'est à la fois un signal fort. C'est un signal et il faudrait que, comme le doyen Yaoundé l'a dit tout à l'heure, les autres nations qui ont pillé tout ce qui participe au patrimoine de notre pays acceptent de le retourner. Imaginez après 133 ans, c'est à croire que c'est hier que le tabouret l'a fabriqué. Et la question que nous nous sommes posée, comment ont-ils pu conserver cela pour que ça continue pas à rayonner de cette façon? Moi, je n'ai pas de doute au regard de ce qui se fait dans le pays aujourd'hui comme investissement pour la conservation de tous ces trésors royaux, que ça va continuer à garder le teint que nous avons observé et garder dans de très bonnes conditions. Et on a vu, comme le disait le Nigeria, qui a mené une campagne diplomatique offensive. Mais juste là, rien. Il faut être Patrice Talon et son gouvernement pour réaliser ses espoirs. Et nous nous attendons encore. Parce que c'est une autre façon de réécrire l'histoire de notre pays. Et je crois que c'est important, non seulement pour nous, mais pour les futures générations. On a le droit de connaître la vérité et de savoir ce qui
et de notre patrimoine, comment ça se faisait. Voilà. C'est très important. Et nous allons retourner à Da rapidement pour aborder aspect conservation et valorisation justement de ces trésors royaux. Parce que Ebola l'a dit tout à l'heure, vous avez vu le temps que ça a passé à l'extérieur, c'est revenu toujours intact, bien en forme. Cette question, le défi de la conservation et de la valorisation de ces trésors royaux, surtout le cataclé, puisque c'est l'expression, on a fait cette essai avant de commencer. Alors, le cataclé. Oui. Oui. C'est le tabouret sacré. Oui. Et on ne peut pas cacher la vérité puisque l'intronisation se fait après des rituels bien donnés. C'est sur le cataclé que le roi s'assoit pour recevoir la dernière partie de. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc la dernière étape du processus de la réception de l'onction. D'accord. Oui, dès qu'il s'assoit, 1, 2 et 3 fois, il s'assoit dessus. Et là, ça veut dire que la communication avec ses ancêtres, ces défunts qui ont pris par là, la communication devient directe. Il n'est plus l'individu que tout le monde connaît. Là, il devient purement spirituel. On ne peut plus l'appeler par son nom. On est obligé de respecter des principes pour s'approcher de lui. Ce n'est pas qu'il est devenu un diable, mais il a une force spirituelle qui n'est plus ordinaire. Donc, à des moments donnés, quand ça chauffe d'une certaine manière et qu'il va s'asseoir dessus, ça veut dire que ça devient fort. Donc, c'est une œuvre très, très importante et qu'on a ramenée, surtout quand on parle du roi Béhanzin, et on raconte l'histoire aux enfants aujourd'hui, on raconte l'histoire à la population aujourd'hui de comment il a pu avoir à faire certains miracles. Oui, comment il a pu demander au capitaine de retourner avec le bateau, capitaine qui n'a pas cru, il s'est levé, il a dit bon, le bateau arrête, ils ont tout fait, le bateau, mais il est revenu sur la côte. Donc il a fait beaucoup de miracles comme ça. Ce sont ces pouvoirs-là. Donc vous voyez l'importance de ce dont on est en train de parler, et tout ça est resté loin du royaume, resté loin du pays. Donc ça a été pendant longtemps un massacre de notre vie spirituelle, de la vie spirituelle de notre pays. Donc le retour de tout ça, nous devons prendre conscience que nous sommes en train de repartir. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que le président Patrice Talon a fait la dernière fois en ramenant le monument des morts de Laosé pour dire c'est la mémoire de ceux qui ont perdu leur sang pour la défense de la nation. Donc spirituellement c'est très fort cet acte que le président a posé, et ça va aussi dans le même sens que son combat pour le retour de ces trésors qui ont tous un rôle fortement spirituel parce que l'homme est fait d'esprit et de corps. Donc, c'est très important le côté spirituel. On ne peut jamais l'abandonner et évoluer. Donc, c'est bien que ça se passe comme ça. Et vous voyez tous ces trésors qui font des flux dans les musées à l'Occident et qui leur amènent beaucoup de trésors. Alors, donc, pourquoi ces flux ne vont pas venir vers nous? Vous voyez ce qui est en train de se passer sur la route des pêches. Voilà comment le gouvernement est en train de développer le tourisme dans notre pays. Rien que ces trésors dans notre pays va réorienter le flux des visiteurs vers le Bénin, et ça ne va pas développer que les musées. C'est tout un ensemble que ça va développer parce qu'on n'a que ça à vendre. Quelle autre chose nous avons
plus que les autres. Et c'est eux qui en ont, on s'en va chercher. Mais le cataclès, je suis en train d'en parler aisément, comme un blanc ne peut pas en parler parce qu'il ne vit pas ça. Quand vous voyez votre roi assis sur le cataclès, c'est un plaisir pour vous. Vous avez déjà la chair de poule quand vous le voyez assis et que vous ne pouvez pas être au-dessus, assis comme ça, vous ne pouvez pas être au-dessus de sa taille. Vous vous affaissez, vous rampez pour aller prendre la bénédiction. Vous voyez, donc c'est notre chose. Ce ne sont que sur nos choses que nous pouvons faire notre développement. Voilà. Et c'est heureux que pour la conservation, le gouvernement soit en train de construire des musées modernes, adaptés à ça. Je crois qu'on n'a pas trop à s'inquiéter pour la conservation, mais nous avons commencé cette émission par la gestion. C'est la gestion, les infrastructures sont là, c'est la gestion que les hommes en feront qui doit être préoccupation. Sinon, le président a, dans sa politique, investi dans, je ne veux pas dire la rénovation des musées, mais c'est carrément la construction parce qu'il faut pouvoir les conserver autant de temps que possible parce que c'est à vie l'histoire. Nous n'avons pas à nous inquiéter à laisser entendre pour conclure ces propos, Henri Niambodé, vous avez vu l'élément, l'objet plutôt, l'objet d'A qui est revenu aussi jeune qu'on dirait que c'est hier, ça a été fabriqué et tout. La question ici, c'est la conservation et sa valorisation, le monde que cela drainait au niveau des musées, quand c'était en tout cas à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez comme impression qu'on pourra arriver justement à ce niveau aujourd'hui, vu tout ce qui se fait sur le plan touristique au Bénin, Henri? Non, écoutez, il y a une dynamique qui est en cours avec le président Patrice Talon et son gouvernement. Quand on a eu les 26 œuvres entre-temps, vous avez vu comment ça a été fait. Et la conservation, la question, la préoccupation principale de tout le Béninois, c'est comment faire pour que ces 26 œuvres-là soient conservées. Et depuis, je crois, en novembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu l'information de ce que ces œuvres-là ont été attaquées par des insectes ou tout autre. Donc, la conservation à ce niveau-là également, je pense que ça doit être fait et sans souci. C'est vrai que après 33 ans, on a l'impression que c'est hier que ça a été taillé, ce tabouret. On a l'impression que c'est hier que ça a été, on a apporté une touche de peinture à cela. Mais je crois également que on va garder cette même ce même thé, on va garder la même manière que ça a été conservé. Je crois que le gouvernement en place qui a su prendre les choses, les mesures par rapport déjà aux 26 œuvres passées, que le gouvernement va continuer de faire de la même manière pour que on ait, après 133 ans également, on ait également le même tabouret. Et là, donc, est bien placé pour faire cette histoire-là. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vrai, c'est symbolique. Ça doit, quand on parle d'un tabouret du roi Béanzin, c'est toute une signification, c'est toute une mémoire qui est là. Je crois que ça va permettre également, comme on l'a fait pour les 26 œuvres, pourquoi ne pas ouvrir également la vanne pour que les Béninois aillent regarder, observer et faire prendre des vues également pour garder ça en histoire. L'autre chose que vous avez parlé donc de tourisme. Si vous devez prendre des vues, vous ne devez pas vous asseoir dessus. Non, on n'est pas indiqué, on n'est pas parce qu'on n'est pas dans le processus de couronnement. Oui. L'autre chose que vous avez évoqué qui est le tourisme aujourd'hui, oui. Vous savez, le gouvernement, comme l'a rappelé écoutez, il y a la rénovation et la valorisation de nos musées. Je crois que c'était pas hier ou bien aujourd'hui, c'est la journée donc des musées. Et Patrice Talon n'a pas oublié ce thème-là parce que je me rappelle du lancement de son PAG où il disait que le tourisme peut faire développer le pays et également en envoyant sa dynamique, en voyant les pas qu'il pose aujourd'hui, on comprend aisément qu'il travaille pour
Vous avez vu, Vodun Days, à Ouida, vous voyez un peu comment c'est aujourd'hui, ça attire beaucoup de monde. Et donc, on est dans cette dynamique-là. Je pense que les lauriers sont adressés au gouvernement pour ce qu'il fait dans ce sens-là. Voilà. Lionel Ebo, votre deuxième prise de parole sur ce sujet rapidement, c'est la gestion à évoquer tout à l'heure. Nous en avons parlé à l'entame de cette émission. La gestion justement de ces structures qui vont donc accueillir, abriter pour la valorisation, la conservation de ces trésors royaux. C'est de cela et sur la question, c'est ce qui va déterminer justement la qualité d'objets qu'on aura plusieurs dizaines d'années après. Vous, votre avis sur la question? On continue. Non, moi, je crois d'abord que la voie est tracée. Et moi, je suis heureux que Patrice Talon indique la direction. Et que même si demain Patrice Talon partait, je ne sais pas ce successeur de Patrice Talon qui va oser faire le contraire. Voilà. Parce que je pense que, d'abord, quand moi j'ai vu le tabouret, la question que je me suis posée est celle-ci. Est-ce à dire, il y a 133 ans, ou bien 133 années, que nos artistes, ça dit, taillaient déjà le bois de cette façon? Parce qu'il n'y a pas que ça. Quand je vois le siège du roi Bianzin et plusieurs autres rois, la façon, ça dit là, la façon dont c'est taillé, l'esthétique que cela reflète, je me dis, tout était fait. Il ne reste que à polir. Parce que je ne vois pas aujourd'hui ces artistes, je ne sais pas comment vous allez appeler, quoi, les artistes plasticiens, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ébénistes, sculpteurs, surtout, oui, qui peut faire mieux que ce que nous voyons aujourd'hui, qui est fait il y a 133 ans. Et qui a gardé son teint. Le choix du bois, ça inspire. Ça doit être une source d'inspiration aujourd'hui pour les jeunes sculpteurs de bois. Ils doivent aller voir ces modèles pour améliorer ce qu'ils font. Ça, c'est la première leçon que moi je retiens. Maintenant, quand vous parlez de gestion, il n'y a pas de problème. Les musées sont déjà là, pratiquement en finition. Et vous savez qui est Patrice Talon, pas pour lui jeter des fleurs. Et quand il s'attaque à quelque chose, ce n'est pas dans les détails. C'est-à-dire, il faut bien faire. Lui-même, il a le goût du beau. Oui. Et cela se remarque à travers aujourd'hui les musées qui sont en construction un peu partout dans le pays. Parce qu'il faut faire un tour, que ce soit à Bomé, Porto-Novo, Ouida, un peu partout, pour constater que ce qui se fait, c'est du mouse. Et nous sommes impatients d'accueillir ou d'aller visiter ces musées, c'est-à-dire qui bientôt seront mis sur le marché. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Mais je continue pas à dire la voie est tracée. Et c'est un ensemble, c'est un package. Parce que vous allez voir que le gouvernement actuellement en place a fait du tourisme, le secteur de l'ail, du tourisme, c'est-à-dire un axe majeur de son truc de développement, de sa gouvernance. Oui, oui. Et on a vu il y a quelques mois peut-être les Vodun Days. La première édition, la deuxième édition, l'effervescence que ça a donné. Oui. Ça voudrait dire quoi? Le chemin est là. Il ne reste qu'à améliorer pour faire gagner au pays, c'est-à-dire des flux, des devises, comme on le dit. Voilà, depuis 2016, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, un ambitieux programme de construction d'infrastructures sportives. Au moins 22 stades omnisports ont été construits à travers tout le Bénin. Ces stades modernes et polyvalents sont équipés de terrains de football, de pistes d'athlétisme, ainsi que de terrains pour d'autres disciplines comme le basket et le volleyball également. Ils comprennent également des infrastructures de soutien comme des tribunes, des salles administratives et des logements pour les entraîneurs. Ce mercredi 14 mai 2025, l'autre information qui réjouit les populations, c'est justement le décret portant approbation des statuts de l'Office de gestion de ces stades au Bénin, ce qui a donc été adopté. Alors, Henri Yambodé, c'est la dernière préoccupation, je disais, que nous allons aborder dans cette émission. Oui, vous savez, quand vous avez construit le stade moderne, quand vous avez fini de doter ces stades-là, quand vous avez fini de réhabiliter donc les grands stades, quand vous avez fini de, bien évidemment,
d'apporter votre soutien financier aux fédérations, quand vous avez des stades avec, bien évidemment, des équipements de dernière génération, il faut quand même penser à une gestion optimale. Et je pense que l'office de gestion de ces stades, l'installation de ces membres-là, est la bienvenue. On ne peut pas construire des stades et laisser ça aux intempéries. On ne peut pas construire des stades et laisser ça, et laisser la gestion à un kidam. Donc, je pense que le gouvernement a bien fait. J'aurais même aimé qu'il y ait même des comités de contrôle des membres de cet office-là pour que la gestion soit rigoureuse. Vous allez un peu à Gbanizou, dans Covey, vous allez voir que le stade est là, mais c'est pas géré. On a investi dans ce stade-là. Donc, il faut quand même que l'office, il faut que les membres qui sont dans cet office-là arrivent à faire une gestion rigoureuse de ce stade-là pour que la génération à venir bénéficie également de ces infrastructures. Vous voyez aujourd'hui qu'on a les poteaux électriques qui sont le civisme partout. Et donc, il faut quand même qu'il y ait de la rigueur dans la gestion des infrastructures communautaires. Et je pense que le gouvernement est dans une très belle démarche et c'est à saluer de ma part. Alors, Da, c'est à saluer selon Henri. Et vous? Absolument, c'est à saluer parce que les stades, ça nous manquait. Ça nous manquait et ce qui fait que notre sport n'arrive pas à se développer, on n'arrivait pas à s'exprimer hors du Bénin parce que nous n'arrivons pas à avoir des performances. Parce que pour avoir les performances, vous ne pouvez pas courir dans le sable et aller courir sur de la gomme à une compétition sous-régionale ou continentale. C'est pas possible. Donc, c'est normal que si nous voulons des résultats dans ce sens, nous voulons que notre sport émerge, il faut forcément des infrastructures pour qu'on puisse être un peu proche des autres compétiteurs que nous irons rencontrer à l'extérieur. Vous voyez un pays comme l'Égypte. Un pays comme l'Égypte, c'est aujourd'hui que l'Égypte, l'équipe nationale de l'Égypte, par exemple de football, a commencé par faire appel à des joueurs expatriés, des Égyptiens qui sont dans d'autres clubs. Sinon, c'est des nationaux, ceux qui ont fait le championnat national, c'est eux qui font. Ils ne quittent pas l'Afrique, ils ne quittent pas l'Égypte, mais ils ont ramassé plusieurs fois la Coupe d'Afrique. Donc, parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont l'organisation qu'il faut. Donc, on ne peut pas se lever que pour ce que nous faisons là, quand on a la chance de gagner 2 matchs dans une poule, on pense qu'on peut aller décrocher le trophée. C'est pas possible. Parce que c'est à un moment, à un niveau donné, les réalités sont là et on commence par ne plus tenir. Donc, c'est d'abord les instruments qu'il faut d'abord quand il y a la volonté des joueurs, il faut les instruments qu'il faut et il faut un peu de temps aussi pour qu'ils puissent prendre ce qu'il faut et ils puissent atteindre le niveau qu'il faut pour être compétitifs. C'est pour ça que nos athlètes et autres sont à saluer. Ceux qui font le peu là sont à saluer. Maintenant que le gouvernement a vu juste et a installé les infrastructures qu'il faut, il faut forcément qu'il y ait une gestion et une animation. On ne peut pas parler, quand on parle d'animation, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs et il faut pouvoir organiser tout ça. Mais dans de la rigueur, il faut pouvoir mettre ce qu'il faut pour que ça puisse se faire tel que ça doit se faire. Parce que mettre les infrastructures et que ça ne s'anime pas, c'est aussi gaspiller de l'argent. Vous voyez, donc, et ce n'est qu'une première partie. Il y a bientôt d'autres stades qui seront construits et même de plus grands stades pour qu'on puisse commencer par abriter des compétitions continentales. Vous voyez, donc, je crois que c'est une nécessité d'avoir l'office
pour que ça puisse vraiment s'organiser. Sinon, on va voir avec fédération, avec ministère, avec... non, je crois qu'il vaut mieux confier carrément et bien défini pour que ce soit bien géré. Merci beaucoup. Alors, Ebo Lionel, le directeur de publication du journal Le Matin, nous avons parlé culture. À présent, c'est le sport. Et vous avez vu justement tout ce qui se passe, tout l'engagement du gouvernement à promouvoir également le secteur, le volet sportif au Bénin. Le Bénin se dote désormais d'un office de gestion de ces stades qui ont été construits et plusieurs projets également pour en construire d'autres au Bénin. Je crois que cette décision du gouvernement, bien qu'elle soit tard, est à saluer. Parce que nous avons tous constaté, et sur le terrain nous le voyons, que le gouvernement a fait des infrastructures une priorité pour le développement du sport dans le pays. À ce titre, il y a un premier lot de, je ne sais pas, 24 ou bien combien de stades. Il y en avait déjà 22. 22 plutôt, Oui, qui ont été 22. construits. Oui. Et je crois qu'actuellement, il y a Parakou, il y a le stade Charles de Gaulle Oui. et René Publen. Oui. Ils sont en pleine rénovation, Oui. pour ne pas dire construction. Mhm. Et quand ça va s'ajouter à ce premier lot, ça va faire 25. Oui. Je crois que c'est à saluer. Mais on ne peut pas faire autant d'investissements pour des infrastructures sportives et laisser cela en l'air. D'accord. Parce que ça fait longtemps que les 22 stades sont terminés. Et il n'y avait aucune dynamique, aucune organisation de gestion autour. On a comme impression même que les stades étaient abandonnés. Vous allez dans des zones pas possibles aujourd'hui au Bénin, vous voyez des stades, vous dites, mais comment les gens sont allés jusqu'à venir construire stade ici? Vous voyez les gens qui jouent dessus. Oui. Mais aucune organisation sérieuse. Au point où on se dit, mais s'il n'y a pas ces mesures, qu'on appelle structures de gestion autour de ces stades qui sont construits, bientôt, nous allons revivre les mêmes situations Voilà. où en peu de temps, nous allons assister à des actes pas possibles, comme ça se passe sous nos yeux au niveau de ces stades. Pour la nécessité de mettre en place ces offices de gestion. Tout ce que nous demandons Oui. est que ces responsables qui désormais sont chargés de gérer ces stades jouent leur rôle comme cela se doit, pour que plusieurs générations puissent bénéficier de ces infrastructures sportives. Parce que ça ne coupe pas les rues. Au même moment où nous assistons à ces infrastructures, nous constatons que parallèlement, au niveau des fédérations et consorts, des efforts se font. J'en veux pour preuve les remises de chèques et quoi du gouvernement hier Oui. aux fédérations, Fédération. aux associations sportives, pour qui ces infrastructures sont destinées. Tout ceci, c'est un ensemble pour faire rayonner le sport dans le pays. Voilà. Donc, les responsables qui désormais sont à la tête de ces infrastructures, vivement aussi, qui facilitent aussi l'accès de ces infrastructures aux associations sportives et autres. Parce que nous assistons des fois où même pour accéder, c'est tout un problème. C'est tout un protocole. J'espère qu'ils prendront la mesure des choses pour que ça puisse bien se passer aussi au niveau des associations sportives que les responsables de gestion de ces infrastructures qui sont. Alors, Lionel Ebo, rapidement pour conclure. Pour conclure, je dirais que il faut que cette dynamique se poursuive. Avec tout ce à quoi nous assistons, que ce soit au niveau dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et autres, il faut que ce soit même au niveau des réformes, au niveau de la décentralisation, la dynamique doit se poursuivre pour que le Bénin, dans quelques années, dans quelques décennies aussi, puisse se retrouver dans ces nations qu'on appelle les pays émergents. Merci. À vous, Lionel Ebo. Alors, Non, juste un appel à la citoyenneté dans tout ce qui est entrepris par le gouvernement. Et à vous. On remercie l'équipe de réalisation et vous-même pour l'invitation. Merci. Allez, mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette émission ce dimanche. Dimanche politique doit donc se poursuivre à l'instant. C'était donc votre plateau hebdo des éditorialistes qui nous a donc permis de passer un peu fin quelques justement questions qui ont marqué l'actualité cette semaine. La révocation des secrétaires exécutifs de la mairie d'Adiara et de Tokontounan. Vous avez donc suivi l'analyse de nos invités sur ce plateau justement Constant
Yahweh de la Radio Planète. Il a donc opiné sur la question. Également, sans oublier Lionel Lebo, il est le DP du journal Le Matin. Henri Amboder aussi, rédacteur en chef de la radio Tado, sur ce plateau avec nous. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Cette émission se poursuit. La prochaine étape, c'est bien sûr le duel, le plateau également sur lequel nous allons aussi parler des questions de l'actualité. Merci infiniment. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes ételés avec vous, pour vous. Très vite.